Le MDM prend note avec sérieux des recommandations de la SADC à l'issue du sommet de Sandton et remercie l'ensemble des parties prenantes pour leurs efforts de médiation. Ce parti salue également la sagesse du peuple malgache ainsi que le sens des responsabilités dont a su faire preuve le gouvernement face aux diverses provocations, cela alors même que diverses forces politiques ont mis à contribution leurs apports et leurs réflexions pour concevoir la feuille de route devant mener au règlement pacifique de la crise politique qui affecte depuis trop longtemps le pays. Le MDM réitère alors par ailleurs son soutien total à cette feuille de route et s'engage à contribuer de façon sincère et sérieuse à sa concrétisation. Pour le MDM, ce serait une grave erreur que d'ignorer volontairement les conditions politiques exécrables qui ont porté Marc Ravalomanana au pouvoir en 2002. La crise actuelle est en grande partie la conséquence des multiples violations des principes fondamentaux propres à un état de droit et au respect des droits de l'homme. Ce serait une grave erreur que d'ignorer volontairement les conditions politiques exécrables qui ont porté M. Marc Ravalomanana au pouvoir en 2002. La crise actuelle est en grande partie la conséquence de multiples violations des principes fondamentaux propres à un état de droit et au respect des droits de l'homme. M. Marc Ravalomanana a créé un précédent grave durant ses années de gouvernance en pratiquant l'exclusion, en forçant à l'exil ou un emprisonnement ses adversaires politiques. Le MDM rappelle ainsi que la plupart des chefs politiques invités et reçus à Gaborone pour la SADC ont été les victimes du système clairement autocratique initié et pérennisé par M. Marc Ravalomanana jusqu'à son éviction par la rue au début de l'année 2009. Le peuple malgache a également été la victime de multiples types de répression et condamné au silence, soit par des milices privées, soit par l'utilisation des mercenaires venus de l'extérieur pour compte et au service de M. Marc Ravalomanana. Ce sont des faits intangibles que la campagne de communication outrageante de M. Marc Ravalomanana ne pourra affecter d'un revers de la main. Conscient de la prégnance de ces plaies politiques toujours douloureuses et qui affectent en profondeur la société malgache, le MDM affirme que dans le contexte actuel, le retour effectif de M. Marc Ravalomanana à Madagascar n'est pas encore souhaitable. Ce retour est prématuré, car il ne fournit aucune garantie pour l'avènement d'un climat de paix sociale et de stabilité politique auquel le peuple malgache aspire avant tout. Le dire ne relève nullement du cynisme. L'évoquer ne vaut point un appel à la vengeance. Au contraire, c'est simplement se soucier du devoir pour chaque responsable politique de préserver un climat politique apaisé, propice à l'éclosion de la concorde civile à Madagascar. L'année 2010 aura été très fructueuse pour la compagnie aérienne Air Madagascar, malgré les différentes crises que cette société a dû gérer depuis 10 ans. En 2010, le montant des bénéfices effectués par la compagnie dépasse largement toutes les prévisions. En effet, l'Air Madagascar a fait plus de 5,7 milliards derrière de bénéfices. La politique d'austérité ainsi que la collaboration avec d'autres compagnies aériennes ayant permis d'étendre sa zone de couverture auraient donc porté leurs fruits. Faut-il rappeler qu'en 2008, la compagnie Air Madagascar a contracté une dette de plus de 10 milliards derrière, et ce durant le contrat de gestion établi par le régime de l'époque.
Or, depuis 2009, cette société a pris un nouveau souffle et a commencé à se redresser, même durant les événements de 2009. Elle a pu payer ses créanciers à hauteur de 5 milliards d'ariars, soit la moitié de la dette de la société. Afin de mieux redresser encore la compagnie Air Madagascar, les actionnaires discuteront des stratégies à adopter au cours d'une assemblée générale qui se tiendra le 29 juin prochain. Les dirigeants projettent déjà d'exécuter ce plan de redressement jusqu'au mois d'août et comptant sur l'appui de l'État. Depuis des années, le marché local est inondé par des savons ayant des noms similaires sur tous les détergents, situation qui provoque parfois la guerre entre les deux ou plusieurs marques de produits. La plupart des plaintes reçues par le ministère du Commerce allant dans ce sens ont ainsi comme objet le non-respect de la loi sur la concurrence. Qui ne se souvient pas du litige entre la savonnerie tropicale et la marque mauricienne Citron Plus, une affaire qui serait actuellement entre les mains de la SADC et de la COI. Pourtant, depuis 2005, Madagascar dispose déjà d'une loi sur la concurrence. Le décret d'application est sorti en 2008. La même loi stipule la mise en place d'un conseil de la concurrence qui devra gérer et se prononcer sur les litiges commerciaux entre les opérateurs économiques. Jusqu'à maintenant, ce conseil de la concurrence n'est pas encore mis en place alors que les dossiers y afférents sont constitués. D'un côté, la mise en place de cette institution nécessite quelques 2 milliards d'ariars. Un président issu du corps des magistrats et 7 conseillers composeront cette entité entièrement indépendante. Selon le ministère du Commerce, la mise en place du Conseil de la concurrence devra se faire incessamment, même si le financement est pour le moment suspendu par la Banque mondiale. Durant son régime, l'ancien président Avalman Alamak aurait tout fait pour retarder la mise en place de ce Conseil de la concurrence, sans doute du fait du monopole qu'il a lui-même établi dans tous les domaines commerciaux de la Grande Île. L'association LAC participera entièrement à la célébration du cinquantenaire de l'université d'Antananarivo. Les membres organisent un opéra intitulé Les aventures de Roi Pozole à Madagascar. La présentation se fera demain à partir de 19h et samedi à 16h au grand amphithéâtre de la faculté d'Aix d'Ankatsu. Les acteurs ont mis 10 jours pour monter cette pièce d'opéra. L'association a fait appel au metteur en scène étranger Jean-François Vinci Guerra. La pièce sera présentée en langue malgache. L'association LAC a fait donc l'effort d'offrir de l'art accessible à un large public à Madagascar. Écoutons les explications du metteur en scène. J'ai été invité par l'association LAC pour venir mettre en scène et je dirais participer avec eux jusqu'au bout de cette merveilleuse aventure à la fois musicale et humaine, donc en interprétant le rôle titre du roi Pozole. Voilà. Donc je crois que ce qui est surtout très intéressant dans cette expérience, c'est d'abord le fait de donner en intégralité pour la première fois un ouvrage de ce type à Madagascar, qui est un ouvrage qui, je crois, permet pour ceux qui n'ont jamais peut-être eu l'occasion d'entendre ce type de musique, où on pense que c'est peut-être réservé à une élite, ou qu'il faut absolument connaître très bien la musique classique, etc. etc. Là, je crois qu'avec ce genre d'ouvrage comme Les aventures du roi Pozole, on a un ouvrage qui permet de faire son premier pas dans ce répertoire-là, parce que c'est très drôle, parce que la musique est très enlevée, très pétillante. Honegger, donc qui en est le compositeur, s'est inspiré, c'est un ouvrage qui date de 1930, et Honegger donc s'est inspiré beaucoup d'influences jazz. Donc nous ne sommes pas du tout dans une forme purement classique d'opéra, comme on pourrait peut-être l'imaginer, mais dans quelque chose qui est plus proche, dirais-je, même de la comédie musicale, de théâtre musical, puisqu'il y a à la fois du chant, des scènes de comédie, de la danse. Donc c'est très varié. Le verdict de la justice est tombé hier suite aux procédures judiciaires entamées par le Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo au CROUA pour mettre fin aux travaux d'extension illicites dans les cités universitaires. Les responsables vont incessamment procéder aux démolitions de celles-ci, sitôt que l'autorisation leur soit remise par la justice. D'après les explications du directeur général du CROUA, Appel Rangiamernarivo, ces constructions se trouveraient dans les blocs du cité d'Ankatsu 1. Après discussion avec les locataires de ces blocs, les responsables ont décidé de s'en remettre à la justice, les locataires n'ayant pas montré leur volonté d'arrêter toute construction illicite au sein de leur bloc.
Pourtant, selon toujours les premiers responsables du CROA, l'extension des blocs universitaires entraîne une hausse des frais d'électricité pour l'université et pire encore, provoque la coupure fréquente de l'électricité dans les cités. Ayant effectué une enquête sur place ce matin, nous avons été informés que des agents du CROA auraient déjà reçu des menaces émanant de ces groupes d'étudiants. Un communiqué fut donc publié dans les cités depuis ce matin même pour avertir ceux qui sont à l'origine de ces menaces. Selon cette note, ils risquent une expulsion immédiate au sein de l'université. D'après le directeur du CROA, le président d'une association d'étudiants, quelques étudiants et plusieurs ex-étudiants de l'université sont trempés dans cette affaire d'extension illicite dans des blocs universitaires du côté d'un 4-1. La région de Wadi Khaled, au nord du Liban, est une enclave presque encerclée par la frontière avec la Syrie. À quelques centaines de mètres à peine, l'armée syrienne surveille attentivement tout mouvement suspect. Côté Liban, l'armée a fermé la frontière il y a plus de 3 semaines pour parer aux entrées illégales sur le territoire. Le gouvernement s'occupe quand même des familles qui sont venues s'y réfugier. C'est la santé qui est prioritaire. Notre service de santé procure des soins médicaux gratuits pour les malades. Notre service social a des psychiatres pour les réfugiés qui souffrent de stress post-traumatique. Les chiffres varient, mais entre 2000 et 4 voire 5000 personnes seraient réfugiées dans cette région. Ils sont tous hébergés dans des familles locales. Cette femme vient de Bab el-Sba, près de la frontière libanaise. Elle a pris soin de faire rentrer ses enfants dans la maison avant d'accepter de s'exprimer, le visage voilé en noir. Les réfugiés sont terrorisés à l'idée de témoigner, par peur des représailles sur leur famille ou leurs biens restés en Syrie. Ils ont tiré sur les gens. Ils encerclent les quartiers de la ville, un par un, pour empêcher toute communication entre eux. Quand ils commencent à tirer sur un quartier, ils ont déjà encerclé le suivant. Si le régime ne tombe pas, on ne pourra plus rentrer chez nous. Les ONG locales et internationales procèdent à des distributions de produits de première nécessité. Là encore, personne parmi les bénéficiaires ne veut montrer son visage. Mais malgré la peur, certains ne peuvent se résoudre à abandonner leurs proches demeurés en Syrie. Certaines personnes retournent en Syrie, beaucoup sont déjà repartis. Et votre objectif est de les empêcher de retourner en Syrie ? Non, quiconque veut repartir peut le faire, bien sûr. Ce à quoi on fait attention, ce sont les individus qui ont peur de retourner en Syrie pour s'assurer qu'ils puissent rester au Liban pour le moment et que leurs besoins soient comblés. Si les réfugiés syriens se dirigent maintenant vers la Turquie, les ONG présentes au nord du Liban restent sur le qui-vive et se préparent dans le cas de nouvelles arrivées. L'eau disparaît sous une épaisse couche de poussière grisâtre. Ce plongeur se débat dans un lac de cendres. Le volcan chilien crache sa fumée depuis maintenant 12 jours. Dans les campagnes alentours, c'est la nuit, en plein jour. Les autorités distribuent des masques. Les experts se montrent rassurants. Ces cendres, disent-ils, ne sont pas dangereuses pour la santé. Il n'empêche, les animaux semblent hébétés, les hommes désemparés. Je tousse et j'ai mal à la gorge. J'ai peur pour notre santé et celle de nos bêtes. J'espère que ça va s'arrêter. Je ne peux pas mener mon troupeau ailleurs. Poussé par les vents, le nuage épais a semé la confusion un peu partout en Amérique du Sud. En Argentine, ici, pays voisin, on s'inquiète pour le bétail et l'économie locale. Nous avons quelques informations toutes les 2 ou 3 heures. Il faut trouver une solution. Le comité d'intervention de la ville travaille sans relâche, 24 heures sur 24. Dans le ciel, l'horizon semble se dégager. Après plusieurs jours d'attente et d'incertitude, le trafic aérien a repris normalement en Argentine, en Uruguay et en Australie. Le nuage survole maintenant la Nouvelle-Zélande. À Wellington, ce jeudi, certains avions restaient cloués au sol. Le volcan Puyehue est entré en éruption le 4 juin dernier. Il se tenait tranquille depuis un demi-siècle.